télévision en direct, 24 heures sur 24. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MIA TV, votre chaîne de radio et télévision panafricaine. Vous pouvez suivre cette émission en direct où que vous soyez et même dans l'avion. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le ministre d'État Balsoma Bazier. Avec lui, nous allons faire le point sur les missions fondamentales de cette commission, les défis qu'elle rencontre dans un contexte régional complexe, mais aussi les perspectives qu'elle trace pour les peuples du Sahel. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer brièvement quelles sont les missions principales confiées à la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel? Bonjour à tous et à tous. Et je tiens à saluer la mémoire de l'ensemble des chefs d'État qui ont travaillé à l'unité africaine, à la libération de l'Afrique, mais également saluer l'ensemble de tous ces chefs d'État du Niger, du Mali et du Burkina qui sont au devant de la lutte pour la conquête de notre souveraineté. Et il faut dire que les différents chefs d'État se sont rencontrés le 16 septembre 2023 au Mali. Et à travers la charte de l'Iptako Gourmand en révision, a pu permettre la création de l'Alliance des États du Sahel. Et après, ces chefs d'État se sont retrouvés au Niger, précisément le 6 juillet 2024, et ils ont pu mettre en place la Confédération des États du Sahel. C'est à l'issue de cette rencontre que chaque pays a mis en place une commission nationale et l'ensemble des missions doivent s'inscrire dans les 3D, à savoir la diplomatie, le développement, mais aussi la défense et la sécurité. Et bien sûr, tout cela, c'est pour faire face à un certain nombre de défis. Et le défi sécuritaire est la migration des populations, les défis environnementaux liés au changement climatique, mais aussi les défis économiques et sociaux. Et donc, l'ensemble des dirigeants de la Confédération doivent réfléchir à comment réunir les conditions ensemble pour permettre aux populations de vivre de façon libre et digne. Et il faut aussi dire que les missions essentielles de cette commission, c'est de mettre en œuvre l'ensemble des décisions qui sont prises par ces chefs d'État. Et deuxièmement, avoir un programme d'activité nationale qui doit être suivi et évalué. Troisièmement, faire toute proposition idoine à l'ensemble de ces chefs d'État pour voir dans quel sens la Confédération peut être renforcée. Et il y a aussi à analyser en lien avec les structures nationales un plan de communication pour permettre de faire savoir à l'ensemble de ces populations les décisions qui sont prises, mais aussi s'organiser à mobiliser les populations, à leur expliquer la nécessité de s'engager autour de ces chefs d'État pour voir exactement où nous devons aller pour renforcer notre souveraineté. Et il y a bien d'autres points, mais toute mission également qui viendra à être confiée à cette commission par les chefs d'État doit être examinée et exécutée avec bienséance. D'accord. Et la commission a-t-elle un rôle exécutif ou seulement consultatif dans les décisions régionales? Et comme je l'ai dit, la commission reçoit tout simplement les orientations du conseil des différents 3 chefs d'État quand ils se réunissent. C'est l'ensemble des décisions qui sont prises par ces chefs d'État qui sont mises en œuvre. Mais maintenant, en contact avec le terrain, la commission peut faire des propositions à l'endroit de ces chefs d'État qui, après appréciation, peuvent décider que telle ou telle orientation ou telle proposition est bien et des orientations peuvent suivre pour leur mise en œuvre. Donc, elle peut être consultée, mais il faut retenir que c'est plus un rôle d'exécution de l'ensemble des orientations qui viennent des chefs d'État. D'accord, très bien. Et quels sont les principaux obstacles que rencontre actuellement la Commission dans l'exécution de ces missions? Et il faut dire que pour le moment, je tiens à saluer l'ensemble des populations, l'ensemble des peuples du monde qui soutiennent vivement l'élan qui a été pris, l'élan de conquête de cette souveraineté. Et vous savez très bien que tout chemin envisagé de façon nouvelle met face à des défis. Et justement, cette difficulté, il faut bien comprendre que, étant donné que la souveraineté ne se négocie pas, elle sera de haute lutte, et qui dit lutte dit sacrifice. Il va sans dire qu'il y a forcément des difficultés. Il y a des craintes,
Mais la peur, elle est naturelle, mais il appartient à tout un chacun de savoir la gérer et puis pouvoir se projeter dans le futur. Du reste, nous n'inventons pas la roue dans la mesure où, depuis les années 1960, voire même bien avant, il y a eu des panafricanistes, il y a eu les Modibo Keïta, il y a eu les Nelson Mandela, il y a eu les Che Guevara, il y a eu les Kwame Nkrumah, etc., qui ont réfléchi à comment il faut batailler, il faut accepter le sacrifice pour pouvoir avancer. Donc, la première des difficultés, oui. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, comment la Commission, elle gère les tensions internes ou les divergences entre États membres? Et au niveau des divergences entre États membres, je me pose la question si ça existe, dans la D'accord. mesure où vous savez très bien que quand des décisions sont prises et officialisées, ça veut dire que c'est suite à une concertation fraternelle entre les trois chefs d'État, et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu une divergence quelconque apparue. Sinon, la rencontre du 16 septembre 2023 n'allait pas aboutir à la création de l'AES. La rencontre de 6 juillet 2024 également n'allait pas aboutir à la création de la Confédération. Et certes, ils peuvent rencontrer des points sur lesquels il faut prendre des décisions avec beaucoup d'attention. Dans la mesure où, si vous voyez déjà, il y a eu la mise en place des passeports qui permettent une circulation libre des populations au sein de l'espace AES. Il y a eu la mise en place d'une banque d'investissement au niveau de la Confédération. Il y a eu également des projets qui ont été lancés, que ce soit des projets ferroviaires ou autoroutiers pour relier les différentes capitales. Il y a eu également la mise en place d'une radio panafricaine au niveau de l'espace AES et bien d'autres décisions qui ont été prises pour indiquer que même si des difficultés d'analyse pourraient paraître de part et d'autre, l'essentiel à retenir est que nous avançons de façon très sereine et positive. D'accord. Et quelles sont les limites juridiques ou politiques qui freinent l'action de la Commission? Des limites juridiques ou politiques, pour le moment, nous n'en voyons pas, dans la mesure où le champ est véritablement pris avec un engagement, une volonté politique de souveraineté. Et de ce point de vue, ces chefs d'État accompagnés par l'ensemble des structures ministérielles, parce qu'il y a le Conseil des chefs d'État qui se réunissent, il y a également le Conseil des ministres de l'espace confédéral. Il y aura désormais la rencontre des différentes institutions législatives et parlementaires de l'espace. Et donc, de ce point de vue, l'ensemble des cadres juridiques institutionnels sont réfléchis à tous ces niveaux pour procéder à la mise en œuvre au fur et à mesure que nous avançons. Vous savez très bien que la création de toute structure est comme un bébé qui est né. On ne peut pas naître le même jour et puis se lever et commencer à courir. Il y a évidemment qu'il faut apprendre à s'asseoir, ensuite apprendre à marcher à quatre pattes, ensuite se tenir debout et puis avancer. L'essentiel est que tout cela se fasse dans la sérénité, dans la confiance, mais aussi l'esprit de sacrifice et comprendre que la lutte ne se limite pas aux acteurs actuels, c'est de mener le combat, donner l'orientation, donner espoir à l'ensemble des peuples, les inviter à s'organiser, et puis même si demain on n'est pas là, que cette lutte-là puisse se poursuivre. Je termine en prenant l'exemple, le cas par exemple de Cuba. Ça fait combien d'années qu'ils sont dans la lutte de souveraineté? Et une lutte de souveraineté n'est pas une question des générations présentes seulement. Donc créons les conditions et amener les peuples à comprendre, que ce soit les peuples de l'espace AES, mais l'ensemble des peuples africains et les peuples du monde épris de justice, de souveraineté, de liberté, à comprendre que c'est main dans la main, nous allons avancer. Et quel est l'impact de la situation sécuritaire au Sahel sur le fonctionnement quotidien de la Commission? Et je pense que nous abordons des moments décisifs et pleins d'espoir. Parce que si vous jetez un coup d'œil en arrière, des années 2021 à nos jours, il y a eu un très grand changement sur le terrain en termes d'impact positif de lutte contre l'insécurité, de lutte contre le terrorisme. Si dans les années, j'allais dire bien avant 2021, Kidal, par exemple, au Mali, n'était pas accessible, au niveau du Burkina, les principales régions étaient difficilement accessibles. Et quand je prends au niveau du Niger également, il y avait des zones qui étaient totalement coupées du reste du monde. Nous étions en sous-effectif militaire, sécuritaire, et même les questions d'armement en dotation des militaires n'étaient pas du tout ça. Aujourd'hui, quand on lance un coup d'œil en arrière, il y a eu de géants pas qui ont été faits. Et je ne peux pas dire que tout est parfait pour le moment, sinon le combat allait prendre fin.
Donc, c'est un combat qui doit être maintenu parce que le combat de souveraineté, c'est un combat de sacrifice, un combat d'engagement, de détermination. Et donc, il y a beaucoup d'espoir. Kidal a été arraché des mains des terroristes. Le combat se poursuit. Les différentes zones, grandes zones du Burkina sont accessibles. Le combat se poursuit. Au Niger, c'est la même chose. Et tout cela couronné par la mise en place d'une force unifiée émanant des 3 pays. Donc, ça veut dire du jour au jour, nous faisons de pas de géant en avant. Ok. Et justement, quelles sont les priorités stratégiques de la Commission pour les 5 prochaines années? Vous les connaissez? Bon, parlant de 5 premières années, je ne pense pas que ma voix est celle qui est autorisée à le dire, dans la mesure où la Confédération a un premier responsable, qui est le général d'armée Assimi Goïta au Mali. En lien avec ces pairs, ce sont eux qui définissent l'élan que nous devrions prendre et que les commissions ne sont que des organes d'exécution, voire de proposition. Donc, c'est difficile de parler de 5 années. Pour nous, chaque jour qui passe est un jour de défi auquel il faut faire face et faire en sorte que les peuples puissent avoir confiance, que tout peuple, tout élément d'un peuple, et même qui n'est pas de l'AES actuellement, qu'il se sente chez lui quand il vient dans l'espace AES. Donc, le premier élément de défi, c'est de sensibiliser, former, informer l'ensemble des peuples pour qu'ils puissent comprendre l'élan qui a été pris et s'en approprier et comprendre que la souveraineté que nous sommes en train de conquérir doit être une souveraineté de l'ensemble des peuples du monde qui sont épris de justice, de liberté, de progrès. Le deuxième élément, vous savez très bien qu'on est cadenassé dans des structures internationales et même avant d'aller au niveau international, vous voyez la question monétaire qui est posée. La souveraineté est d'abord souveraineté monétaire. Le franc des colonies françaises qui a été imposé aux peuples africains, et notamment le côté français, depuis les années des indépendances formelles jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas notre franc. Donc la question monétaire est posée. Et je pense que le général d'armée, son Excellence le président Tchani du Niger, a bien dit qu'en temps opportun, les spécialistes seront abordés pour donner l'information de façon précise à l'ensemble des peuples. Le troisième élément, après cette monnaie, il y a la question de la santé des populations. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on a traversé une période de la Covid, par exemple, pour prendre rien que cet exemple, où des produits proviennent de l'OMS. Au niveau de l'Afrique, nous ne savons pas la composition des médicaments que nous avalons. Donc, et de ce point de vue, il faut donner les moyens aux chercheurs. Il faut faire en sorte que, au niveau du peuple, des peuples africains, nous soyons maîtres des décisions sanitaires, voire alimentaires. Voilà, parce que le riz, tous les produits qui traversent les mers des océans qui viennent, souvent sont des produits hautement périmés. Nous avons des enfants qui sont malades avec des nouveaux types de cancers qui se développent. Donc, la souveraineté médicinale et même en lien de redéfinir nos relations avec l'OMS, c'est posé. Le quatrième niveau, c'est au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Vous voyez très bien qu'on n'a pas forcément la voix au chapitre au niveau de l'Afrique, même si nous avons beaucoup de produits qui sont ramassés, amenés de l'autre côté des océans, on n'a pas l'impact effectif sur notre développement. Là aussi, c'est un défi qui est posé à notre niveau. Et quatrième ou cinquième défi, c'est la question judiciaire. Nous sommes au sein d'une cour pénale internationale face à laquelle on a l'impression que ce sont les dirigeants africains qu'on enchaîne, on y mène, et pourtant de l'autre côté du monde, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Israël et même d'autres puissances, ne se soumettent pas à ces injonctions judiciaires. Donc il faut qu'on réfléchisse à la mise en place d'une cour africaine, voilà pourquoi pas au niveau de l'espace AES, qui permette de juger nos dirigeants et nos ressortissants en cas de tout manquement. Donc je dirais, etc., pour dire que le combat, on ne va pas donner sur nos lauriers, c'est un combat vif, et nous appelons une fois de plus l'ensemble des peuples du monde à solidarité de façon fondamentale pour que les ressources de notre sous-sol, pour lequel des puissances impérialistes veulent venir nous créer l'insécurité et puis les exploiter à souhait, puissent être des ressources qui seront mises à la disposition des peuples africains. Et comment la Commission compte-t-elle impliquer davantage les citoyens du Sahel dans ses actions? Et comme je l'ai dit, parmi les missions qui sont dévolues à la Commission, il y a le programme d'activité qui va être déterminé et mis en œuvre de façon bienséante, et compte rendu sera fait chaque fois au chef d'État. Il y a aussi un programme de communication qui doit être construit en lien avec les structures nationales et confédérales et pour permettre de communiquer avec l'ensemble des populations. Il y a un troisième volet qui est la mobilisation au quotidien de ces populations-là. Ça veut dire créer des cadres d'échange, se déplacer pour les rencontrer, leur donner la parole pour s'exprimer
leur dire exactement ce que les chefs d'État font et définir l'ensemble des défis auxquels nous faisons face. Et je pense que c'est à travers cela qu'on peut mobiliser l'ensemble des populations et à accompagner les chefs d'État. Je tire mon chapeau à l'ensemble de ces peuples parce que vous voyez très bien que si la mobilisation n'était pas prise, quand le général Langley américain est sorti, aller dans le décor en lien avec le chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, vous avez vu que la réprobation a été mondiale. Donc ça veut dire que les populations comprennent l'élan qui est pris par les chefs d'État. Et pour dire même à quelque part, permettez-moi, ma chère sœur, de vous dire que c'est comme si les populations, à un moment donné, sont même devant, en avant, par rapport à certaines décisions politiques qui sont prises. Donc, il nous appartient, en tant que responsable de la commission, de faire notre travail de façon correcte, conformément aux orientations qui sont données par notre chef d'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et demander l'accompagnement de l'ensemble des peuples du monde, afin que dans l'histoire, nous puissions impacter de façon très positive les marques. Et demain, si nous ne sommes pas là, qu'il y ait des jeunes gens très dynamiques, conscients également, qui seront capables de poursuivre cette lutte. Ok. Et pouvez-vous préciser comment la Commission prévoit justement de renforcer sa légitimité auprès des populations locales? Vous parlez de légitimité, j'ai toujours interpellé les intellectuels africains de nous approprier de notre propre dictionnaire et notre propre lexique. Parce que des moments, on nous embrouille avec des termes du genre légitimité, du genre légalité, du genre référendum. Il faut qu'on ait la sérénité et la maturité intellectuelle de comprendre que nous devrions nous approprier nos propres termes. Parce que la légitimité justement d'une action, c'est tout ce qui devait profiter à l'ensemble des peuples, non seulement de l'espace AES, mais des peuples du monde. Donc, ce sont des actions imbibées de la conquête de la souveraineté, de la liberté, de l'intégrité, de l'honneur, de la dignité, mais de faire en sorte à ce que le patriotisme ne soit pas que dans les discours, que ce soit des actes vécus au quotidien sur le terrain. Voilà le contenu de la légitimité. Et vous allez constater que justement, quand on parle de légitimité, les gens évoquent des questions de légalité. D'autres même vont très loin en disant que les trois chefs d'État sont des militaires qui ne sont pas, donc ils ne sont pas des militaires, des dirigeants légitimes ou légaux. Je leur envoie chaque fois le même discours en disant de se mirer courageusement dans le miroir. Parce qu'en 1975, quand la CEDEAO était mise en place, il y avait Eyadema qui était un militaire du Togo, il y avait Moussa Traoré du Mali qui était un militaire, il y avait le général Sangoulé Lamizana du Burkina qui était un militaire, il y avait Séné Kountié du Niger qui était un militaire, etc. Et même quand vous prenez la France, qui chante De Gaulle à tout bout de champ, De Gaulle était un militaire. Donc, de ce point de vue, qu'est-ce qu'on appelle légitime, qu'est-ce qu'on appelle légal? C'est au peuple africain de comprendre que nous avons une histoire que nous devrions nous approprier. Et même en allant plus loin, la charte de Kouroukanfouga de 1236, qui transcende toutes les autres chartes du monde, que ce soit la charte des droits de l'homme et des peuples de 10 décembre 1948, et même celle d'avant de 1789. Donc, il faudrait qu'on soit assis intellectuellement et qu'on comprenne que nous n'avons pas à rougir face à qui que ce soit. Et comme on le dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, en droits humains, nous avons des valeurs à éduquer au reste du monde. Toute humilité gardée, bien sûr. Existe-t-il, un mécanisme de suivi ou d'évaluation de ces actions à moyen ou long terme? Non, je pense que les chefs d'État se sont donné la possibilité de se rencontrer chaque année. Ils l'ont fait au Niger le 6 juillet 2024, mais bien avant, ils l'ont fait au Mali, comme je l'ai dit précédemment, le 16 septembre 2023. Ils ont défini un emploi de temps précis sur un temps donné. Si les conditions sont réunies, il leur revient de façon très légitime et souverain de décider la date à laquelle ils vont se retrouver pour apprécier l'ensemble des décisions et orientations qui ont été données pour une mise en œuvre. Je pense que tous les éléments que je vous ai cités en termes de décisions mises en œuvre datent de 2000 pratiquement 25. Ça veut dire que c'est après les orientations qui ont été données par les chefs d'État, que ce soit la question du passeport au niveau de l'espace AES, que ce soit la mise en place de la banque, que ce soit la mise en place de la force unifiée de l'espace AES, que ce soit également le projet autoroutier et ferroviaire dans l'espace,
que ce soit la radio, tout ça, c'est dans l'intervalle de la tenue de la rencontre du sommet des chefs d'État à Niamey, le 6 juillet 2024, jusqu'à l'heure actuelle. Donc, quand ils vont décider de se rencontrer, ce sera apprécier la mise en œuvre de l'ensemble de ces décisions et voir quelles sont d'autres orientations qui pourraient être données à l'ensemble des commissions nationales, voire les sections ministérielles. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez récemment représenté le Burkina Faso lors d'une intervention remarquée à l'ONU. Quels ont été, selon vous, les points forts de ce passage? D'abord, il faut saluer l'ensemble des peuples du monde qui ont pu apprécier le message qui a été livré à l'ONU. Et comme vous l'avez su bien dire, j'ai été livré le message, mais le message ne m'appartient pas. C'est le message de son Excellence, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, auquel je signifie une fois de plus devant l'histoire ma profonde reconnaissance pour avoir été désigné pour aller livrer son message à la tribune de l'ONU. Il a tout simplement voulu, ce que j'ai pu retenir, que au lieu que ce soit un message burkinabé, que le message soit africain. C'est le premier élément qu'on ressent. Et au-delà de l'Afrique, que ce soit un message qui porte la voix des sans-voix à travers le monde. Je pense que le retour retentissant que nous avons eu en termes de satisfaction à travers l'ensemble des peuples du monde indique qu'il a vu très juste. Le deuxième niveau, c'est de mettre de côté courageusement ces aspects de nous prononcer de façon hypocrite en parlant de la diplomatie. Nous venons caresser des plaies, nous venons mettre des sparadraps sur des plaies qui continuent de gangréner, de devenir des cancers. Il a souhaité que son message soit lu dans un langage assez franc et direct. Et aussi, troisième niveau, interpeller l'ONU à jouer correctement son rôle. Et les aspirations qui ont poussé les puissances du monde à la mettre en place, qui devait être une ONU qui défend les faibles, qui fait en sorte que les forts soient justes et les faibles soient écoutés et protégés. Mais ce n'est pas ce qu'on constate à travers le monde. Et j'ai pris le cas du Sahel, comparativement de façon différentielle au traitement qui est réservé à l'Ukraine, où tous les apports et soutiens leur sont apportés, et le Sahel piétiné malgré les milliers de morts qu'on constatait à ce niveau. Donc il fallait aussi courageusement interpeller les dirigeants de l'ONU et dire que ce qui est incriminé en condamnant les coups d'État à travers les différents pays, même coups d'État qui sont aussi condamnés de façon différentielle. Quand un chef d'État vient, il ne veut pas se soumettre aux désidérata du monde. Il est mis devant tous les types de traitements dérisoires, des traitements, j'allais dire, machiavéliques, et la même ONU ferme l'œil. Donc, il fallait avoir le courage de condamner et dire que si nous continuons dans ce jeu d'Autriche, l'ONU elle-même ne sera pas épargnée d'un coup d'État. Je pense que ça a été entendu et applaudi. Ça veut dire que l'ONU doit comprendre qu'on ne peut pas continuer de permettre à des puissances à travers le monde de régenter le fonctionnement de l'ONU en fonction de ce qu'eux, ils veulent, et au lieu que ce soit une ONU qui protège l'ensemble des peuples du monde. Et pour terminer, le message a voulu un rappel ferme en saluant la mémoire de nos dévanciers, les Kwame Nkrumah, les Patrice Lumumba, les Modibo Keïta, les Thomas Sankara, les Che Guevara, les Martin Luther King, les Malcolm X, appeler l'ensemble des peuples du monde à comprendre que le drapeau qui a été porté par ces dévanciers, nous devrions le porter de façon sacrificielle. Nous devrions le porter de façon engagée. Nous devrions le porter de façon assumée, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais dire aussi à l'ensemble de ces peuples du monde que de façon isolée, nous allons être des proies faciles. Et un appel a été lancé à ce que nous agissons dans la solidarité. Et voilà la chute du message. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre, pour cet échange enrichissant. À travers vos réponses, nous comprenons mieux les ambitions, les défis et les dynamiques autour de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés pour nos prochaines émissions dédiées à l'actualité. Très bonne continuation à vous, Monsieur le Ministre, et à très bientôt. Merci bien à l'ensemble des peuples du monde.